J'ai 32 ans et ce que je vais raconter m'est arrivé il y a seulement 2 nuits. Mon mari, Kevin, et moi étions sur le porche en train de fumer une cigarette. Il était environ 9 heures du soir. Nous vivons très isolés, en pleine forêt, juste à côté d'un tronçon de route situé entre 2 sorties d'autoroute. Nous regardions les étoiles, profitant du calme et du chant des grillons, heureux d'avoir un répit temporaire du bruit habituel de la circulation. J'ai soudain entendu quelque chose et j'ai fait signe à mon mari de se taire, alors qu'il n'avait rien dit. C'était un cri ? Oui, c'était une femme qui hurlait comme je n'avais jamais entendu quelqu'un hurler auparavant. On aurait dit qu'elle se faisait assassiner. Entre des cris glaçants, elle hurlait « Aidez-moi, aidez-moi !» J'ai regardé mon mari et nous étions tous les deux terrorisés. Plus elle criait, plus elle se rapprochait de la maison. J'ai fini par distinguer une silhouette courant le long du terre-plein central de la route, se dirigeant vers la portion située juste devant chez nous. Notre maison est assez en retrait par rapport à l'allée, mais pas suffisamment pour ne rien voir. Si nous pouvions la voir, cela signifiait qu'elle pouvait aussi nous voir, et nous n'avons aucun éclairage de sécurité dans le jardin. Stupide, je sais. Nous étions donc plongés dans l'obscurité totale. En revanche, on voyait parfaitement la route grâce à la maison d'en face, qui avait encore ses décorations de Noël allumées. J'ai jeté ma cigarette dans le jardin et j'ai reculé jusqu'à l'encadrement de la porte, sortant mon téléphone pour appeler le 911. Elle se trouvait toujours au milieu de la route, hurlant. Si d'autres voisins l'entendaient, ils faisaient comme si de rien n'était. Kevin est passé devant moi en courant pour aller chercher sa veste et ses chaussures. Je lui ai dit de ne pas sortir, mais il m'a ignoré et s'est habillé quand même. Dès qu'il a disparu de mon champ de vision, j'ai vu une voiture rouge arriver sur la route et s'arrêter à côté de la femme. Elle se trouvait au milieu, avec encore une portion de route entre eux. Il y avait un homme au volant. Je ne pouvais pas voir à quoi il ressemblait. J'entendais seulement sa voix. Il hurlait qu'il allait la tuer et l'insultait. On aurait dit qu'il lui lançait des objets par la fenêtre, peut-être des vêtements. Dès qu'elle l'a vu s'arrêter, elle s'est mise à courir droit vers notre terrain. À ce moment-là, j'étais déjà en ligne avec la police, mais comme je l'ai dit, nous vivons très loin en forêt, donc il mettrait du temps à arriver. J'ai crié à mon mari et demandé à mon fils de 9 ans d'aller dans notre chambre, là où se trouvait le bébé, et de fermer la porte. Il entendait tout et était terrifié. Mon mari est sorti sur le porche et a couru vers elle dans le jardin. Il lui a demandé si elle allait bien. Elle a expliqué qu'elle avait accepté que cet homme la ramène chez elle, mais qu'à mi-chemin, il avait commencé à se comporter de manière inquiétante. Il avait refusé de la laisser descendre à l'endroit qu'elle lui indiquait et continuait de conduire avec elle dans la voiture. Elle a fait semblant de regarder derrière son siège, comme s'il y avait une voiture derrière eux, et elle a aperçu un rouleau de ruban adhésif. Craignant pour sa vie, elle a sauté de la voiture en marche et s'est mise à courir sur la route en criant à l'aide. Kevin a commencé à la guider vers la maison. Il était désormais lui aussi en ligne avec la police, leur donnant des informations que je n'avais pas pu fournir. Ils lui ont dit de rester au téléphone jusqu'à l'arrivée d'un agent. Il l'a fait entrer dans la maison et son visage était dans un état horrible. Il était rouge et saignait à plusieurs endroits, avec des brûlures dues à la chute sur la route. Elle a aussi dit qu'il l'avait battu avant de parvenir à s'échapper. Une fois à l'intérieur, nous avons verrouillé la porte, le pédornement et la chaîne. Nous sommes restés ensemble près de la fenêtre, attendant l'arrivée de la police. Kevin donnait des mises à jour et répondait aux questions. « Non, ils ne sont pas encore là. » « Oui, sa voiture est toujours garée de l'autre côté de la route. Une berline rouge devant la maison du voisin, avec plein de lumières de Noël bleues sur le porche. » J'essayais de ne pas paniquer quand un énorme coup a retenti contre notre porte. L'homme criait « Je sais que vous êtes à l'intérieur, je vous ai vu courir. Les gens à l'intérieur ne peuvent pas vous protéger. » J'ai crié à travers la porte qu'il devait quitter notre propriété et que s'il était intelligent, il remonterait dans sa voiture pour partir. Je lui ai dit que nous étions au téléphone avec la police, mais sa réponse était la pire chose que j'aurais pu entendre. « Vas-y, appelle la police, je m'en fous, ils n'arriveront pas à temps. » Puis il s'est mis à frapper la porte encore et encore. La femme était en panique, en pleurs, répétant « Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi !» Je suis allé dans la cuisine chercher un grand couteau, au cas où. Notre porte était une porte lourde de fer massif, mais nos fenêtres pouvaient facilement être brisées. S'il voulait vraiment entrer, il l'aurait pu. Mon mari est sorti de notre chambre avec son arme au même moment qu'une voiture de police est entrée dans le jardin. 2 autres l'ont suivi et une 4e s'est arrêtée de l'autre côté de la route, près de la voiture rouge. L'homme s'est enfui à pied.
Les policiers se sont occupés de la femme et l'ont raccompagnée chez elle en sécurité. Il s'est avéré qu'elle vivait juste en face de chez nous, à environ 5 maisons à gauche. 2 heures plus tard, ils n'avaient toujours pas retrouvé l'homme. D'une manière ou d'une autre, il a réussi à s'échapper. Il y a énormément d'endroits où se cacher dans ces bois. J'espère simplement qu'il se cache très loin d'ici et qu'il ne reviendra jamais. Je viens du Connecticut. J'étais dans une relation à distance avec une fille de Géorgie et je faisais souvent des trajets en voiture pour aller la voir. Ça ne me dérangeait pas. J'adore les road trips. J'ai traversé les États-Unis d'un bout à l'autre, seul. Il y a quelque chose de très libérateur à voyager seul sur les autoroutes américaines. Pour économiser de l'argent, je dormais dans ma voiture. Honnêtement, ce n'est pas si terrible. C'est du camping en quelque sorte, mais dans une tente en métal. Ça donne presque l'impression de vivre à la dure. J'inclinais le siège, je laissais la clé dans le contact, au cas où, et je m'endormais. Je ne mettais rien pour bloquer les vitres pour l'intimité. Peut-être que j'aurais dû. Le trajet vers le sud se faisait confortablement en 2 jours. Je m'arrêtais généralement quelque part près de la frontière entre la Virginie et la Caroline du Nord. Lors de ce voyage-là, c'est exactement là que je me suis arrêté pour la nuit. Les aires de repos étaient souvent moins fréquentées que les stations-service pour camions, donc plus calmes. Normalement, je me serais arrêté dans un Love's, mais j'étais tellement fatigué que j'ai pris la première aire de repos que j'ai vue. Cette nuit-là, l'endroit était étrangement désert. Juste quelques voitures isolées, baignées par la lumière orange des lampadaires. Probablement d'autres voyageurs avec la même idée que moi. Je me suis garé à l'écart, sous l'ombre d'un arbre, loin des lampadaires. Je pensais y avoir plus d'intimité que sous une lumière directe. J'ai donc fait comme d'habitude. Porte verrouillée, vitres entr'ouvertes juste assez pour l'aération, clé dans le contact, siège incliné, et je me suis endormi. Je n'avais jamais été dérangé lors de ces nuits passées dans la voiture, alors je ne me doutais de rien. Puis, un tapotement sec m'a réveillé. Au début, j'ai cru l'avoir entendu en rêve. J'ai ouvert les yeux, un peu confus. Comme j'étais allongé en arrière, je regardais le plafond et je ne voyais rien. Puis j'ai entendu un autre tapotement, comme un petit objet frappant une surface dure, de manière irrégulière. Est-ce qu'il pleuvait? De l'eau tombait-elle sur le pare-brise? J'étais sous un arbre. Peut-être que quelque chose était tombé des branches. Un écureuil? Un oiseau? Ou peut-être qu'un écureuil grimpait sur ma voiture. Et si ce n'était pas un animal du tout? L'idée m'a traversé l'esprit que ça pouvait être une personne dehors. Qu'est-ce qu'elle voulait? Les portes étaient verrouillées? Oui. Et la clé était dans le contact. Je pouvais partir instantanément. Alors je suis resté complètement immobile, faisant semblant de ne rien entendre, espérant simplement que qui que ce soit, il ou elle me laisse tranquille. Il valait mieux ne pas savoir. J'étais bien trop effrayé pour savoir. Mieux valait rester dans une ignorance rassurante. Mais le tapotement continuait. À ce moment-là, j'ai compris que je ne pouvais pas rester comme ça. Il fallait que je regarde. Mon cœur battait à tout rompre, si fort que la personne dehors aurait presque pu l'entendre. J'ai décidé de lever la tête. Je l'ai fait. Ce que j'ai vu a glacé tout mon corps. Chaque muscle s'est figé sous le choc. La faible lumière des lampadaires éclairait juste assez pour distinguer ce qui était devant moi. Là, contre le pare-brise, me fixant droit dans les yeux, il y avait un visage. Quelqu'un que je pensais être une femme était allongé sur le capot. Son visage était pressé contre le verre, totalement immobile, figé dans un sourire permanent. Ses yeux semblaient retournés, ne laissant apparaître que le blanc. Son nez était écrasé contre la vitre. Ses lèvres étirées révélaient des dents pourries et horribles. Même dans la demi-obscurité, je voyais que sa peau était maladivement pâle, contrastant avec ses longs cheveux noirs, sales. Cette personne n'était clairement pas saine d'esprit. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, paralysé par la terreur. Finalement, je me suis ressaisi et j'ai tourné la clé. Le moteur a démarré, produisant le plus beau son que j'ai jamais entendu. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru vivre le cliché du film d'horreur où la voiture refuse de démarrer. Mais heureusement, elle a démarré sans problème. J'ai enclenché la marche arrière assez vite que possible, sans lui laisser le temps de réagir. Dans la panique, j'ai actionné les essuie-glaces, espérant stupidement la faire tomber. Je me suis demandé si j'allais partir avec une folle accrochée à mon capot. Heureusement, dès que la voiture s'est mise à bouger, elle a bondi et atterri à 4 pattes.
Voyant ma chance, j'ai passé la vitesse et accéléré au moment précis où elle tendait la main vers la portière du conducteur. Je suis sorti du parking à toute vitesse. Derrière moi, elle a poussé un cri strident animal. Dans le rétroviseur, pendant un instant, j'ai cru la voir poursuivre à quatre pattes, ses cheveux noirs fouettant l'air. Je n'ai pas pu voir bien car j'ai pris un virage en quittant l'aire de repos et rejoint l'autoroute. Une fois dessus, j'ai accéléré et roulé toute la nuit. Je ne me suis pas arrêté avant d'avoir vu la lumière du matin. Ma petite amie parle dans son sommeil. Au début, c'était mignon et hilarant de lui raconter le lendemain matin ce qu'elle avait dit. C'était toujours du charabia inoffensif, des trucs comme « le ciel se replie » ou « il faut surélever le sol ». On en parlait le lendemain, je lui demandais si elle se souvenait de son rêve, mais ce n'était jamais le cas. J'aimerais vraiment savoir ce qu'elle voulait dire par « il faut surélever le sol ». Un peu de contexte. Notre routine du soir est toujours la même. On commence par se faire des câlins, puis on abandonne quand il fait trop chaud. Ensuite, on se tourne chacun sur le côté, généralement dos à dos. Elle s'endort toujours avant moi, donc j'entends toute la gamme de ses monologues nocturnes. Honnêtement, au début, j'avais presque hâte de les entendre parce que c'était toujours drôle de raconter à elle et à nos amis ce qu'elle disait en plein sommeil paradoxal. Mais maintenant, c'est fini. Je préférerais qu'elle ne parle plus du tout. Comment suis-je censé dormir après ce qui s'est passé hier soir ? Hier soir, vers 23h, elle dormait déjà, et moi j'étais encore réveillé, en train de lire, dos à dos. Je l'entends marmonner quelque chose à voix basse. Je n'arrive pas vraiment à comprendre ce qu'elle dit, alors je me penche au-dessus de mon livre pour regarder son visage. Elle dort profondément. Je retourne à ma lecture et me replonge dans mon bouquin. À un moment, je m'endors. Et puis, je me réveille brusquement. Ma petite amie parle à plein volume. J'ouvre les yeux et je réalise qu'à un moment dans la nuit, on s'est tous les deux tournés face à face. Les yeux de ma petite amie sont grands ouverts et elle me fixe droit dans les yeux à même pas 5 cm de mon visage. Mais son regard est vide, comme si elle regardait à travers moi. Ses yeux, on dirait qu'elle force pour les ouvrir le plus possible. Ce sont les yeux dont je suis tombé amoureux et là, ils me terrifient au plus haut point. Mon cœur s'emballe, l'adrénaline me traverse le corps. Je repousse la couverture et je saute hors du lit. Je la regarde et ses yeux me suivent comme dans un tableau, mais son corps, lui, ne bouge pas. Pendant une seconde, je me dis que c'est peut-être la lumière de ma liseuse qui l'a réveillée et que ce qu'elle a dit, c'était « Tu peux éteindre ça, s'il te plaît ?» Mais maintenant que je suis debout, je vois bien que quelque chose ne va pas. Son corps est immobile, mais ses yeux passent de moi à la pièce, puis au mur. J'ose lui demander « Ça va ?» Aucune réponse. Pourtant, son regard me transperce pendant que je parle. Puis, ses yeux se figent, plantés droit dans les miens. Sa respiration n'a pas changé. Elle respire toujours comme quelqu'un qui dort profondément. Et c'est à ce moment-là, en me regardant droit dans les yeux, qu'elle parle, avec une voix beaucoup trop grave. Trop grave pour elle, trop grave pour une femme tout court. « Reviens te coucher, chérie. » Ma petite amie ne m'a jamais appelé chérie comme ça. On a des surnoms mignons, oui, mais plutôt mon cœur, bébé ou cupcake. Chérie, dit comme ça ressemble plus à quelque chose que ma grand-mère dirait. Je décide d'en savoir plus avant de retourner dans le lit avec une petite amie potentiellement possédée. « Tu es réveillée, ma belle ?» Aucune réponse. Ses yeux passent du mur à la porte, puis au plafond. Je suis à 2 doigts de fuir la pièce quand ses yeux grands ouverts soudain roulent vers l'arrière de sa tête. Le blanc de ses yeux ressort nettement, même avec la faible lumière de la liseuse. Pas de pupille visible, et elle insiste. « Bien sûr que je suis réveillée. Reviens te coucher. » Elle tapote doucement la couette avec ses doigts. Et là, en regardant ses mains, quelque chose cloche. Elle n'est jamais été somnambule. Si elle bouge ses mains, c'est qu'elle est forcément réveillée, non ? Mais ses doigts, ils partent tous dans des directions différentes. Un doigt pointe droit vers le bas, les autres sur les côtés. Ses mains ne sont pas de ma petite amie. Elles imitent des mouvements normaux, comme si quelque chose essayait de se rappeler comment un corps humain fonctionne. Alors je dis « Hé, je vais juste chercher un verre d'eau, bébé. Je reviens tout de suite. Tu veux quelque chose ?»
En réalité, je prévois de m'enfuir de la maison dès que je franchis la porte. Mais ma petite amie, ordinairement si douce et compréhensible, décide que je n'ai pas le droit de partir. D'un ton aussi sérieux qu'une condamnation, avec cette voix trop grave et horrifique, elle dit « Fais un seul poids hors de cette pièce et je t'arracherai la gorge pour te la faire descendre dans le cou. » Choqué, mais conscient de l'importance de ne pas montrer à cette chose que je suis paniqué, je réponds calmement « Aussi intéressante que soit cette proposition, je pense que je vais… » Je réfléchis vite et j'attrape ma bouteille d'eau sur la table de nuit. Ça ne les plaît pas du tout. Elle se met à hurler et commence à avancer vers moi en se servant de ses doigts. Le cri est surnaturel, aigu, presque comme un cri d'oiseau. J'ai l'impression que mes voisins, 3 maisons plus loin, vont nous demander si on a entendu ça cette nuit-là. Tant bien que mal, je dévisse le bouchon et je lui jette l'eau dessus. Comme si je savais exactement ce que je faisais, ses yeux se ferment, ses limes membres se détendent, ses mains redeviennent normales. Elle est de nouveau endormie. Je vais dormir sur le canapé pendant un moment, peut-être pour toujours. Elle comprendra quand elle se réveillera. Le mois dernier, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas chez mon petit ami. Il était trop gentil ces derniers temps, du genre à nettoyer ses assiettes sales et à faire attention à mes besoins. J'aurais pu croire que c'était une bonne chose si je ne l'avais pas surpris à se réveiller en pleine nuit et à quitter la maison. J'ai essayé de l'attendre, mais je me suis rendormi au bout d'un moment. Et la chose suivante dont je me souviens, c'est qu'il était de retour au lit avec moi. Ce matin-là, tout s'est mis en place dans ma tête, comme un puzzle enfin complété. Voilà pourquoi il était si gentil. Et récemment, je dois l'admettre, nous n'avions pas eu de rapport sexuel depuis un moment. Je pensais simplement qu'il n'était pas d'humeur, mais maintenant, je savais pourquoi. Il me trompait. J'étais furieuse et le cœur brisé. J'ai tout raconté à ma meilleure amie, Nathalie, et elle était aussi bouleversée que moi. Elle n'arrêtait pas de me demander si j'en étais sûr, mais quelle autre explication pouvait-il y avoir ? Il disparaissait toute la nuit et revenait le matin. Il faisait quoi exactement ? Aller acheter du foutu lait ? Je lui ai dit que j'avais un plan. J'allais me réveiller avant son retour une nuit et le prendre sur le fait. Nathalie a simplement hoché la tête en disant que c'était une bonne idée. Ce soir-là, mon petit ami m'a préparé un bon repas, chose qu'il n'avait jamais vraiment faite auparavant. J'étais légèrement surprise. J'ai fait semblant de ne rien savoir de son infidélité, donc notre conversation s'est déroulée normalement. Mais une fois couché, je me suis endormi presque instantanément. Mon sommeil était si profond que je n'ai pas réussi à me réveiller à minuit. J'étais déçu de moi-même. Comment avais-je pu dormir malgré toutes mes alarmes ? Ce qui était encore plus étrange, c'est que les nuits suivantes, la même chose se produisait. Impossible de me réveiller au milieu de la nuit. J'ai même essayé de rester éveillé toute la nuit, mais à un moment donné, je m'endormais. C'était vraiment inhabituel. J'avais déjà travaillé de nuit auparavant et je n'avais jamais eu ce genre de problème. Parfois, je ne me souvenais même pas de ce qui s'était passé la veille. Mon esprit affolé a fini par imaginer que mon petit ami me droguait, qu'il mettait quelque chose dans ce que je consommais pour me faire dormir toute la nuit. C'était la seule explication possible. Mais alors, une autre question s'est imposée. Comment savait-il pour mon plan ? Mon cœur s'est serré quand j'ai compris la réponse. Nathalie, ma meilleure amie. Je n'arrivais pas à y croire. Pourquoi m'aurait-elle trahi ? Était-elle l'amante de mon petit ami ? À ce stade, j'étais ivre de colère. J'ai sauté le dîner et je n'ai bu que de l'eau du robinet. Je me suis assuré qu'aucune drogue de mon petit ami ne puisse m'atteindre. Il insistait pourtant que je mange, ou au moins que je boive du lait. Pour moi, c'était la confirmation qu'il me droguait réellement. J'allais le confronter sur le champ à propos de sa tromperie quand j'ai senti un choc brutal à l'arrière de la tête. Puis plus rien. Quand j'ai repris conscience, j'étais attaché sur le lit et mon petit ami me regardait depuis un coin de la chambre. Il se mordait les lèvres et était pâle comme un linge. « Qu'est-ce que c'est ça ?» demandai-je. Ses yeux se sont illuminés quand il a vu que j'étais réveillé. Il a couru dans le salon et a appelé quelqu'un. Mon cœur a sombré quand j'ai vu de qui il s'agissait. Nathalie. J'ai hurlé dès que je l'ai vue. « C'était toi! Comment tu oses ?» Nathalie m'a demandé de me calmer. « Ce n'est pas ce que tu crois, » répétait-elle. « Je vais vous tuer les deux quand je sortirai d'ici. » Je me débattais pour me libérer, sans succès. Ils avaient utilisé la corde la plus épaisse que j'ai jamais vue. « Chérie, écoute-moi, s'il te plaît, » dit mon petit ami. « Je ne te trompe pas, et Nathalie et moi n'avons aucune relation amoureuse. Alors pourquoi tu sors toutes les nuits ? Pour rester en sécurité. » « En sécurité ? De quoi ?
De toi, répondit-il sans hésiter. Quoi ? Jace, il est presque 3 heures, on doit partir, murmura Nathalie. Mon petit ami prit alors un seau de peinture et peignit mes mains et mes jambes en rouge. Je me débattais et hurlais pendant qu'il le faisait à la hâte. Tout ce temps, une seule pensée me traversait l'esprit. Qui est cet homme ? Est-ce vraiment mon petit ami ? Comment pouvait-il me faire ça ? Comme s'il avait entendu mes pensées, il embrassa mon front et dit « Tu comprendras tout demain, je te le promets ». Avant que je puisse répondre, lui et Nathalie partirent en courant, laissant derrière moi une chambre déserte et une fille effrayée. J'ai hurlé à l'aide, sachant pertinemment que c'était inutile. Mon esprit s'emballait aussi vite que mon cœur. J'avais l'impression que mes poumons se refermaient. Non, non, non. Comment ont-ils pu me faire ça ? Et pourquoi ? J'ai continué à essayer de me libérer jusqu'à l'épuisement, puis j'ai perdu conscience. Quand je me suis réveillé, j'étais toujours dans le lit. Les cordes de la veille avaient laissé de vraies marques sur ma peau. Mes poignets me brûlaient atrocement. Mon petit ami avait disparu. Je ne l'ai littéralement jamais revu après cette nuit-là.